Hello, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sorties littéraires du mois de mars. Il y en a quelques-unes que j'ai sélectionnées pour vous, donc autant commencer tout de suite. Déjà pour commencer, je vais comme d'habitude vous parler des suites de saga, et il y en a encore quelques-unes. Déjà pour commencer, on a la réédition du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxius, donc le 2 mars. Et c'est donc une réédition à l'occasion de la sortie du préquel, écrit aussi par Samantha Shannon, logique, qui s'appelle Un jour de nuit tombé. Ensuite, on a la suite de la saga From Blood and Ash, de Jennifer et Ella Mounttrott, qui sortira toujours aux éditions de Saxius, et le titre du roman cette fois-ci c'est Une couronne d'os doré. Ensuite, on a le tome 5 de la série Assoiffé, donc ici c'est Possédé, je crois, ou empoisonné, pardon, qui est le Dame 5, donc écrit par Tracy Wolff. Je n'ai pas noté les éditions, il me semble que ces éditions achètent, mais non, c'est PKG. Avec tout la polémique autour de cette saga, je ne sais pas comment j'ai pu oublier, mais c'est PKG, et ça donc sortira le 2 mars. Ensuite, on a la suite de The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette Roman, qui sortira le 8 mars. Le 22 mars sortira la suite de I'm Not Your Soulmate, qui a fait un grand carton au mois de février, et le 2 sort déjà, du coup, aux éditions Hachette Roman de Lila Mars. Enfin, j'en finis avec les séries, avec le tome 2 du Palais des Otomae, qui sortira aux éditions de Saxius le 30 mars. Je commence les sorties des tomes 1 ou one shot avec La chasseuse et l'alchimiste, de Alison Saft aux éditions Big Bang, qui sortira le 1er mars. Oui, pourquoi j'ai hésité. D'ailleurs, il fait déjà grand bruit sur les réseaux, on le voit déjà pas mal avec du coup une couverture en hardback qui rend le truc assez magnifique. Dans ce roman, on suit notre héroïne qui s'appelle Margaret, qui va se lancer à la chasse d'une créature mythique, le Hala. Sauf que pour se lancer dans cette chasse, il va falloir utiliser des armes. Ça, clairement, c'est pas son problème. Elle sait faire, mais il faut aussi un alchimiste qui fera équipe avec elle, c'est la règle, mais elle n'a personne sous la main. Elle se lance dans cette chasse pour pouvoir faire revenir sa mère, qui a disparu de ce que je crois, c'est pas tellement précisé dans le résumé. Et un jour, à son manoir, va se pointer un jeune garçon, Wes, qui justement veut devenir alchimiste, mais n'a pas pu y arriver puisque tous ses mentors l'ont renvoyé. Et le dernier en date, c'était donc la mère de Margaret, et comme elle a disparu, il n'a pas pu finir son entraînement. Malgré tout, Margaret lui offre l'asile à condition qu'elle l'accompagne dans la chasse. Au cours de cette chasse, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils se comprennent assez bien tous les deux, puisqu'ils sont tous les deux assez exclus de la société. Et ils vont découvrir une certaine magie noire. Ensuite, on sort de la fantaisie avec La promesse d'une île de Sophie Talman aux éditions Albert Michel. Dans ce roman, on suit Alexis, qui est un jeune urgentiste qui, au cours de ses missions humanitaires, est un peu brisé par la vie, découragé par la dureté de ce monde, et qui décide d'arrêter tout. Un matin, on va lui proposer un poste de médecin généraliste sur l'île de Groix, en Bretagne. J'espère que ça se dit comme ça. Et il va y aller un peu à reculons, mais il va y aller quand même. Et au fur et à mesure de sa découverte de l'île, des habitants, de l'environnement là-bas, il va reprendre petit à petit goût à la vie. Ensuite, le dernier roman de Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde, aux éditions Albin Michel, toujours. Dans cette histoire, on va suivre Otown et sa fille Millie, qui tiennent toutes les deux un camping. Camping dont je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom, mais qui en gros veut dire le bout du monde en maori. Elles sont toutes les deux inséparables et vivent très bien leur vie jusqu'au jour où une Parisienne va débarquer. On nous dit une Parisienne en quête de rédemption. Et je vais vous citer la phrase du résumé parce qu'elle est très belle et je pense que j'aurais pas fait mieux. Hantées par le passé, mais bercées par les vents et les légendes de Maori, ces trois femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s'aimer. Aux éditions Hachette Roman, sortira Le Fabricant de larmes, le tome 1 de Erin Doom, le 1er mars. Dans cet univers-là, il y a une légende qui dit qu'il y a un homme, qui est donc le fabricant de larmes, qui serait responsable de toutes les peurs et de toutes les tristesses de tout le monde et qui serait à l'origine des larmes de tout le monde. Mis à part cela, on suit Nika qui a 17 ans, qui est remplie de joie puisque une famille a enfin commencé le processus d'adoption, ce qui fait qu'elle va enfin pouvoir vivre avec une famille tout simplement.
Seulement, dans le manoir qui va les accueillir, il va y avoir un autre petit garçon qui lui aussi va être adopté, qui apparemment est d'une beauté ensorcelante, mais qui cache un caractère assez sombre, on va dire. Les deux vont devoir apprendre à cohabiter et très vite il va y avoir une attirance entre deux, un amour. Seulement cette relation paraît impossible puisque tous les deux sont vraiment marqués à jamais par leur passé. On change radicalement de style avec La sage-femme d'Auschwitz de Anne Stuart aux éditions City Edition. Cette histoire est, comme le nom l'indique, l'histoire d'une sage-femme à Auschwitz, donc une prisonnière qui est obligée de faire sage-femme, et qui va avoir l'idée un jour de tatouer sur les enfants qui naissent le numéro de déporté de leur mère pour qu'un jour ils puissent se retrouver éventuellement. Et tout ça est tiré d'une histoire vraie. Ensuite on passe dans du thriller avec Elle n'avait pas 10 ans de Shelley Blair aux éditions Hauteville. On nous dit qu'une certaine Evelyne a disparu, donc il y a 19 ans. Donc clairement ça fait un bail, personne ne l'a jamais retrouvée, personne ne sait jamais rien, et ça hante sa sœur jumelle qui n'a jamais réussi à passer à la suite. Vous comprenez ce que je veux dire. Elle vit dans la maison familiale, du coup hantée par cette disparition, jusqu'au jour où un certain détective privé va frapper à sa porte et lui proposer de rouvrir l'enquête, d'essayer de découvrir la vérité. Ce qu'elle va accepter puisqu'elle n'a pas trop le choix, plus personne ne parle de cette enquête, donc si elle veut connaître la vérité, elle n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. Mais elle va quand même se poser des questions, pourquoi aujourd'hui il se pointe, quelles sont ses motivations, est-ce qu'il y a une question d'argent, de récompense, ou est-ce qu'il connaissait la victime. Toujours aux éditions Hauteville, La marchande d'antiquités de Vénus de Philippa Gregory. On suit Aliénor qui a un rendez-vous avec James, on a dit, qui est en fait l'homme qu'elle a abandonné 20 ans plus tôt. Et celui-ci veut récupérer en fait la seule chose qu'il ne peut pas obtenir avec son argent, c'est-à-dire leur fils qu'ils ont eu ensemble. Seulement ce n'est pas James qui va venir à ce rendez-vous, mais Livia, une jeune veuve qui va en gros lui dire que tout le monde est mort et que elle était mariée à Rob, donc leur fils, et que Rob est mort aussi. Cette jeune femme en question est la fameuse marchande d'antiquités à qui Aliénor ne fait pas du tout confiance et elle ne veut absolument pas la croire. Et donc elle va tout faire pour prouver qu'elle ment et que son fils est bien en vie. Seulement à l'époque, en Angleterre, donc l'histoire se passe en 1670, une femme indépendante, c'est mal vu et clairement ça facilite pas les choses. Ensuite le dernier roman de Neil Chesterman coécrit avec, je suppose, son fils, Jarrod Chesterman, sortira aux éditions Casterman et s'appelle Drugs. Évidemment le titre paraît assez clair, on suit Isaac qui compromet ses chances d'intégrer une équipe après s'être blessé à un sport. Et pour se remettre un peu plus vite et supporter la douleur, clairement, il va être contraint de prendre des antidouleurs. Le titre nous laisse envisager la suite, mais le résumé nous dit aussi que le fait qu'il prenne ces antidouleurs est au centre d'un pari entre deux autres personnes qui sont aussi considérées comme des drogues. Voilà. Donc clairement, on est en plein dans l'addiction, peut-être dans les relations toxiques. Ensuite, on passe à de la science-fiction avec Le Programme Lazare de Brice Rivenet, j'espère que je le dis bien, aux éditions Le Rayon Imaginaire. Dans ce roman, on nous dit que les assassinats d'enfants sont déclarés comme fléau national, que les personnes qui ont commis ces crimes sont condamnées à reconstituer scientifiquement et en temps réel l'avenir avorté de leurs victimes. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire et je pense qu'on ne le saura qu'en lisant le livre. En tout cas, on nous dit que tout sera mis en œuvre pour que ces enfants objets de ces expérimentations soient désormais considérés comme vivants et membres à part entière de la société. En très gros, on nous dit que les enfants victimes de meurtres, en fait, sont autorisés à vivre leur vie comme s'il ne s'était jamais rien passé. Voilà, je suis à la fois très intriguée et perdue, parce que je vois pas comment c'est techniquement possible, mais c'est la magie de la science-fiction. Ensuite, un auteur que vous connaîtront, le nouveau roman de Michel Bussy, 3 morts par semaine, sortira aux éditions Les Presses de la Cité. Dans ce roman, il est question de 1 mort, 2 disparus, mais une fois identifié le corps, on s'aperçoit qu'il y a 3 femmes qui attendent son retour à la maison. Donc se pose la question de menait-il 3 vies parallèles? Comment faisait-il? Comment est-ce possible? Un roman qui change complètement de genre, encore une fois, avec Gris comme un cœur indifférent de Pascaline Nolo aux éditions Scrinéo.
Dans ce roman, il est question de violences faites aux femmes, malheureusement. On suit Lyra, 15 ans, qui est habituée à entendre sa mère subir les coups de son père. Jusqu'au jour où on va les retrouver toutes les deux dans un hall d'hôpital en train d'attendre et on va essayer de savoir ce qu'il s'est réellement passé, comment cette journée a pu virer au drame et est-ce qu'elles ont finalement dû se défendre ou pas. Je pense que ce roman n'est clairement pas à lire si c'est un sujet sensible pour vous. Il a l'air d'être très sensible et très poignant, donc allez-y en sachant à quoi vous attendre. On passe à du fantastique avec l'Altus de Alexandre Robert aux éditions Syros. Le résumé est un peu plus simple. L'Altus est le nom donné à un vieux coffre qui, une fois ouvert, réalisera votre plus grand souhait même si vous n'en avez pas conscience. On va suivre donc 3 amis qui, au cours d'une exploration, vont tomber sur ce vieux coffre au fond d'une mine et qui vont décider de l'ouvrir chacun à leur tour pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et essayer d'avoir ce qu'ils veulent en fait. Ensuite, une collection que beaucoup connaissent, c'est les Twisted Tales, pardon. Donc le prochain sortira le 8 mars et c'est donc Au bout du rêve de Farah Rochon. Le postulat de base, c'est et si Tiana avait passé un accord avec le docteur Facilier. Le résumé nous dit que c'est et si Tiana avait accepté un marché avec le docteur Facilier qui faisait qu'elle obtenait tout ce qu'elle voulait, que son père ne serait pas mort, qu'elle aurait son resto, etc. Au fur et à mesure du temps, le royaume deviendrait très sombre et il se passerait des choses vraiment très très bizarres. Je peux pas vous en dire beaucoup plus puisque le Disney original je ne l'ai pas vu, tout simplement. Je crois que c'est La princesse et la grenouille, donc je ne peux pas vous en parler, tout simplement. Ensuite, un résumé qui m'a interpellée, j'avoue, c'est Rêve toujours de Kristen Rivers aux éditions New Ink Publishing. On suit Fleur qui va connaître le coup de foudre. Mais pas au sens amoureux comme nous on peut l'entendre, au sens vraiment électrisation puisqu'elle va se prendre un coup vraiment de la foudre sur elle. Mais elle va s'en sortir sans véritable séquelle, du moins c'est ce qu'elle croit, puisqu'elle va se coucher tranquillement chez elle et elle se réveille le lendemain matin dans le lit aux côtés d'un jeune homme qu'elle ne connaît pas et qui a l'air aussi stupéfait qu'elle de la trouver ici. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, ce coup de foudre a l'air de les avoir liés ensemble, puisque lui vit en Australie, elle aux États-Unis ou en France, je ne sais plus. Aux États-Unis, je crois. Et en fait, tous les soirs, ils vont se retrouver avec l'autre, tout simplement. Enfin, ils vont changer d'emplacement, mais ils vont être comme menottés l'un à l'autre, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas se séparer. Apparemment, il y aurait une connexion même psychique, voire télépathique entre les deux qui va se lier. Ensuite, aux éditions Charleston sortira Toutes les vies d'Alice de Lucie Castel. On va suivre Alice qui va se rendre au chevet de sa sœur qui est dans un état catatonique, juste après que cette dernière lui ait laissé un message très énigmatique. Donc Alice va essayer de savoir ce qui s'est passé et pour cela, elle va devoir évidemment se rendre dans la ville de leur enfance, Aigues-Mortes, ville dans laquelle elle n'a pas remis les pieds depuis son adolescence, qui avait l'air d'être assez difficile et donc elle va devoir faire face à son passé tout en essayant de découvrir ce qu'il s'est passé pour sa sœur. Enfin, je finis encore avec un livre d'édition Charleston, Les secrets de Sylvain Moore de Tracy Ray. L'histoire se passe en 1899 dans le Yorkshire. Donc à l'époque, le quotidien des gens était rythmé par le labeur à la mine et par la pauvreté, clairement. On suit 2 enfants, Thomas et Joséphine, qui vivent dans 2 villages qui sont rivaux. Mais malgré ça, ils vont devenir amis, voire inséparables, et cette amitié va se renforcer dans la mine, puisque donc Thomas va y travailler comme tous les hommes en fait de ces villages, et Joséphine va être déguisée en homme par sa famille pour pouvoir y travailler aussi, pour gagner un peu d'argent je suppose. Tous les deux vont décider d'échapper à cette vie de misère et vont demander de l'aide à la famille Sylvain Moore justement, qui est une famille puissante du coup à l'époque. Et en arrivant au manoir, ils vont vite se rendre compte que la famille cache quelques secrets et que l'univers dans lequel évolue cette famille n'est pas du tout le leur et qu'il va falloir apprendre. Voilà pour ces sorties littéraires du mois de mars. Autant vous dire qu'il y en a certains que j'ai mis dans ma wishlist tout de suite parce que ils m'intriguent énormément. Il y a des choses très très originales. Je vous laisse me dire en commentaire lesquels vous attendez le plus. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!